BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benaouda, bonjour. Bonjour. Benaouda, on commence par s'intéresser à la transparence du budget de la défense américaine et au coût de la capacité militaire des États-Unis. C'est, semble-t-il, un grand exercice de clarté. L'auteur travaille pour l'American Enterprise Institute, un cercle de réflexion à Washington proche des républicains. Surtout, Hélène McCusker était précédemment chargée des affaires budgétaires du Pentagone, donc elle sait à peu près de quoi elle parle. Elle entend que les États-Unis redéfinissent ce que doit réellement relever de son ancien ministère. Pour cette spécialiste des comptes publics, le budget du Pentagone est tout simplement devenu le bouton facile sur lequel appuyer dès que l'État fédéral cherche à financer la résolution de tel ou tel problème qui n'a à peu près rien à voir avec les affaires militaires. Oui. Alors, selon sa démonstration, sous un aspect strictement facial, les fonds alloués au ministère de la Défense ne cessent de gonfler, mais en fait de moins en moins pour des missions d'ordre militaire et de sécurité nationale. Alors ces calculs, c'est que sur les 773 milliards de dollars de l'exercice fiscal 2023, près de 109 milliards vont aller à des programmes, à des activités qui ne contribuent pas à la capacité militaire. Alors le caractère discrétionnaire de l'attribution de ces moyens fait ainsi que 14% du budget de la défense voté par le Parlement ne va pas servir de près ou de loin à la défense. Ceci posé, pour Hélène McCusker, il ne s'agit pas de réduire les ressources du Pentagone, mais bel et bien de récupérer ces 109 milliards de dollars pour des fonctions centrales de défense. Ce qui, pour donner un ordre d'idée, représenterait un surcroît de l'équivalent de la totalité des budgets militaires cumulés du Royaume-Uni et de la France. Et elle juge tout à fait indispensable de soustraire des comptes de son ancien ministère ce qui doit relever de l'aide à l'étranger, de l'énergie, de la santé ou bien encore de la sécurité intérieure. Les Américains devraient comprendre, écrit-elle, ce que coûte cette priorité obligatoire et exclusive du gouvernement fédéral. Et pour cela, il faut améliorer, selon elle, la transparence et la productivité des ressources allouées au Pentagone. Et oui, parce que ça veut dire que du coup, l'Amérique dépense moins qu'on le croit pour véritablement sa défense. Allez, on s'intéresse maintenant aux entreprises chinoises dans l'exploitation minière en Arctique, Benaouda. Oui, c'est un travail collectif de recherche publié par l'Institut danois d'études internationales, le DIIS, à Copenhague. Patrick Anderson et ses co-auteurs estiment qu'en se concentrant exclusivement sur la propriété d'État chinoise dans les projets d'extraction minière de la zone arctique, c'est en fait rater l'essentiel. La dépendance de certaines entreprises occidentales à leurs partenaires chinois dans ce domaine où chacun en fait minimise la dépendance, la relation de l'un à l'autre. Ce qui est aussi d'instructif ici, c'est que contrairement à ce que l'on peut beaucoup entendre par ailleurs, c'est que ces compagnies chinoises minières ne sont pas de simples rouages dans la politique extérieure de l'État chinois. Elles suivent leurs propres priorités commerciales, je cite, en saisissant les opportunités offertes par le soutien de la puissance publique chinoise. Contrairement à certaines idées reçues, donc, le Parti communiste ne dirige pas d'investissement spécifique, mais conçoit des politiques d'incitation qui encouragent ces entreprises à contribuer aux objectifs de l'État en Arctique. Toutefois, en fonction du resserrement de la centralisation des pouvoirs voulus, conçus par le président Xi Jinping, les entreprises en question pourraient ressentir un besoin accru de justifier leurs activités par rapport aux ambitions présidentielles, aux ambitions officielles. Une illustration, Shenzhou Ressources, qui investit dans un projet d'extraction de terres rares dans le Groenland. Ce n'est pas bouclé, loin de là encore, mais quoi qu'il en soit, la société se présente comme la praticienne de l'initiative Ceinture et Route. L'initiative Ceinture et Route, c'est les nouvelles routes de la soie qui ont été lancées en 2013 par Pékin. Ensuite, d'après cette étude danoise, du point de vue de la sécurité des approvisionnements que va entraîner la politique minière chinoise, le fait que la propriété chinoise des mines peut être sous la direction de l'État parti devient moins important que la question du contrôle de la transformation et de la fabrication en aval. Donc, ceux qui transforment les ressources minières, que ce soit des entreprises chinoises ou des entreprises occidentales, autrement dit, le bloc que forme l'Occident ne doit pas se tromper de cible. Passionnant, et on termine avec les résultats définitifs des recensements de 2020
2021 au Portugal. Benahouda, que nous apprennent-ils? Alors c'est un panorama décennal et le dernier de l'Institut portugais des statistiques rapporte une situation démographique et territoriale de plus en plus déséquilibrée pour ce pays, susceptible d'inquiéter autant les analystes que les pouvoirs publics et en fait l'ensemble des acteurs économiques du pays. Le Portugal a vu sa population diminuer sur la période de 2,1% avec une répartition de la population de moins en moins élargie, donc concentrée. Ça, rien de neuf sous le soleil, mais la pyramide des âges témoigne surtout de façon frappante d'un phénomène de vieillissement accéléré. Les 65 ans et plus au Portugal forment 23,4% de la population, quand la faiblesse de la natalité, elle s'accentue. Les 0-14 ans, c'est seulement 12,9% de la population. Alors, une des données parmi les plus marquantes, c'est qu'en 2021, il n'y a plus que 91 hommes pour 100 femmes, ce qui reflète, nous dit le rapport, les niveaux de mortalité masculine plus élevés. Et tout ceci signifie que pour une centaine d'individus qui quittent le marché du travail actuellement, seuls 76 y font leur entrée. 10 années seulement auparavant, c'était 94. L'écart est immense. Et déjà alors, l'Institut mettait en garde quant à cette impossibilité de remplacer les forces vives du pays. À côté de cela, le niveau moyen de qualification s'élève de façon accélérée au Portugal. Près de 20% de son peuple a suivi des études d'enseignement supérieur sanctionnées par un diplôme de licence. Cela représente 6 points de plus en seulement 10 ans. Et autre indicateur très intéressant, le taux d'analphabétisme qui jadis fut un fléau ne concerne plus que 3% des personnes recensées. Et une autre évolution dans cet hiver démographique, l'augmentation de la part des tranchées, elle dépasse à présent les 5%, essentiellement bien sûr des lusophones, ce qui montre aussi que le Portugal est devenu une terre d'immigration. Révolution démographique silencieuse, mais qui a beaucoup de conséquences au Portugal. Merci beaucoup Benahouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.